Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. Vous le savez déjà, l'émission c'est chaque dimanche à partir de 11h en direct sur les antennes de la RTB. Elle permet de discuter des différents points de l'actualité nationale et internationale avec des confrères de la presse nationale. Et ce dimanche, 4 sujets nous intéressent. Il s'agit du communiqué du parquet de la Haute Cour de justice sur le jugement du dossier de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, de la réconciliation nationale avec les propositions de la CODER et de l'autre Burkina PSR, du bilan financier de la CAN 2017 qui s'établit à plus de 2 milliards 955 millions de francs CFA et des propos du candidat à l'élection présidentielle française Emmanuel Macron qui a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité lors d'un déplacement en Algérie. Pour discuter de tous ces points de l'actualité, je suis en compagnie de Boukari Woba du bimensuel Mutation. Bonjour Woba. Bonjour Sagnon. Également sur ce plateau, Yacinthe Sanou de la radio Omega FM. Bonjour. Bonjour Sagnon. Paul Miki Rwamba de la radio Ouaga FM est également avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Sagnon et bonjour à tous. Et enfin, Bernard Bougouma de la radio Watt FM. Bonjour Bougouma. Bonjour Sagnon, bonjour à tous. Et merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, selon un communiqué du parquet général après la Haute Cour de justice, dans les semaines à venir, la Haute Cour de justice va statuer sur le dossier de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Les membres du dernier gouvernement de Luc Adolphe Thiaw sont poursuivis dans le cadre de la répression sanglante de cette manifestation. Alors, sur les 34 membres que compte ce gouvernement, 7 n'ont pas répondu à la convocation des juges. Il s'agit de Blaise Compaoré qui est poursuivi ici, il faut le préciser, en tant que ministre de la Défense, de Salif Kaboré, de Bembamba Marie-Lucien, de Kumba Bolibari, de Assimi Kwanda, Salif Ouedraogo et Jérémy Ouedraogo. Alors, selon le parquet, néanmoins, ces membres du gouvernement seront jugés en leur absence, c'est-à-dire par contumace. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ce communiqué ou à ce dossier qui va être jugé dans les semaines à venir? Woba. Vous reprenez exactement les mots du communiqué. Le procès aura lieu dans les semaines à venir, sans toute autre précision. Les semaines à venir, ça peut se compter en mois. Donc, ça nous laisse encore dans le flou. Mais tout est-il que cette sortie, quand même, nous rappelle qu'il y a ce dossier important qui porte sur l'insurrection populaire. Et comme depuis un certain moment, on est quand même dans une sorte de turbulence politico-juridique, je pense que le dossier de l'insurrection est un dossier central et que si on veut réellement sortir de cette situation un peu inconfortable pour tout le monde, il faut déjà commencer à solder les comptes de l'insurrection. Donc c'est une bonne sortie. On peut aussi se poser la question pourquoi le parquet a décidé cette forme de communication. Est-ce qu'il y avait besoin particulier ou bien habituellement, comme on le voit dans certaines juridictions, si un dossier va être jugé, on publie les dossiers qui vont être jugés au rôle. Et pour ceux qui veulent prendre connaissance, ils s'en vont consulter et puis bon, peut-être on peut l'apprendre de bouche à oreille. Mais si le parquet décide de faire un communiqué officiel pour nous annoncer ce procès-là, on peut le saluer et en espérant qu'effectivement, ça va être dans les semaines à venir et non pas dans les mois à venir. Oui, bon, c'était le dossier. Ça revient à la même chose. On comptait déjà sur ce jugement en 2016. Ça avait été annoncé à plusieurs reprises lors des points de presse du procureur général. Yacinthe. Mais comme l'a dit Ouba, la question c'est dans les semaines à venir, c'est quand? Ça peut être en 2018, les semaines à venir. Donc je pense qu'il faut nécessairement matérialiser ce procès-là. C'est bien que le parquet je prends ça comme un engagement du parti, parce que lorsque vous annoncez comme ça le procès, tout le monde maintenant attend. Je pense qu'ils ont peut-être bouclé certaines choses et qu'on n'est plus qu'à la phase programmation, on l'espère. On a vu un peu dans le cadre du dossier du putsch au niveau du tribunal militaire, on a eu des premiers dossiers jugés. Il faut aussi qu'au niveau donc, du dossier de l'insurrection, on puisse commencer par certains dossiers, notamment ces dossiers-là au niveau de la Haute Cour de justice seront assez intéressants à suivre parce que la question de la participation des membres du gouvernement
l'insurrection populaire, c'est-à-dire leur rôle, leurs responsabilités. Je pense que ça va être un exercice assez intéressant à suivre et il faut espérer que le procès se tienne le plus tôt possible. Justement, il y a beaucoup de polémiques autour de ce rôle des membres du gouvernement. Beaucoup de personnes qui sont peut-être du côté de partisans de Blaise Compaoré disent que ces membres du gouvernement n'ont pas grand-chose à se reprocher dans le cadre de ce dossier, étant donné qu'ils ont fait tout simplement leur travail en envoyant à l'Assemblée nationale un projet de loi. Bernard. Oui, effectivement, ils ont joué leur partition, ils ont joué leur rôle, ils n'ont fait qu'effectivement transmettre par ce que la loi leur confère de faire, donc transmettre cela à l'Assemblée nationale. Maintenant, mais est-ce que quand vous prenez une telle mesure, votre responsabilité n'est pas engagée? Du moment où ce n'est pas seulement la mesure, ce sont les conséquences de l'acte. Voilà. Si, étant donné qu'il y a les conséquences de l'acte que vous avez pris, donc il y a tout cela à l'intérieur. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Imaginons si c'était passé, on serait dans une autre phase de l'histoire du Burkina. Alors est-ce que cette décision, dès lors qu'elle a été prise le 21 octobre, à partir du 21 octobre, la périphérie de Ouagadougou, il y avait déjà une sorte de guérilla qui avait déjà commencé. Donc les jeunes avaient commencé à... La désobéissance civile a été réellement actée à travers sa forme violente. Donc les jeunes avaient commencé déjà à barricader les routes, les pneus ont commencé à être enflammés sur le macadam. Donc déjà à travers la décision d'envoyer l'affaire devant l'Assemblée nationale. Ça déjà c'était un signe. Donc effectivement, ils n'ont fait que jouer leur partition, mais ils n'ont pas fait que ça. En jouant leur partition, ils ont pris une mesure, une décision qui était lourde également de conséquences. Et donc maintenant, ça également, on ne peut pas occulter cela parce que l'un ne va pas sans l'autre. Oui, Paul. Alors, je crois que lorsqu'on lit attentivement le communiqué du parquet, il faut noter que les membres du gouvernement, surtout, sont ici attendus dans leur rôle dans la répression de l'insurrection populaire. Je crois que c'est ce qui est écrit dans le communiqué, parce que c'était tout à fait un acte légal, comme l'ont dit certains ici, que d'envoyer le projet de loi à l'Assemblée nationale. Mais ils ont également une certaine responsabilité dans la répression de l'insurrection. C'est là où il y a eu mort d'homme. C'est vrai que le projet de loi est allé à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, les députés ont tenté de voter la loi. Les populations sont sorties pour empêcher le vote de la loi. Là où il y a crime, c'est les morts d'hommes pendant l'insurrection populaire. Je crois que la responsabilité du gouvernement peut être ici. C'est une conséquence. Oui, donc, ça va ensemble, évidemment. Mais lorsqu'on prend l'acte, comme lui-même l'a dit Bernard, c'est un acte tout à fait légal. Nous sommes ici dans un cadre tout à fait légal. Mais là où il y a eu faute, de mon point de vue, c'est la répression de l'insurrection populaire et qui a pour conséquence immédiate les morts d'hommes que l'on a pu constater les 30 et 31 octobre 2014. Oui, non, je comprends. Qui a maintenant justement, oui, quand je regarde la liste, par exemple, je vois, je cite un nom par hasard, le dernier, Jérémy Ouedraogo, qui était ministre là, justement, de l'environnement. Des ressources animales. Oui, Jérémy, justement, des ressources animales. Là, c'est leur responsabilité, en tant que membre du gouvernement ici. Parce que n'oubliez pas que nous sommes à la haute cour de justice et que cette institution ne juge que les membres du gouvernement et le chef de l'État pour des fautes qu'ils auraient commises en tant que membre du gouvernement. Donc ici, il y a le volet répression également de l'insurrection, comme je le disais tantôt. Mais ce qu'il faut dire ici, pour revenir sur le communiqué du parquet, de mon point de vue, le parquet... On s'arrête là juste pour permettre à Bernard de réagir rapidement. Oui, oui, mais Luc Adolphe Thiaw, par exemple, en tant que Premier ministre, est en partie poursuivi. Pourquoi? C'est par rapport à la note qui a été signée. Est-ce que la loi ne lui permettait pas de signer cette réquisition? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je pense que ce sont les conséquences. Est-ce que s'il n'avait pas signé cette réquisition, il allait avoir des balles qui allaient partir, oui ou non? Je ne sais pas, parce que avec ou sans cette réquisition, les balles pouvaient effectivement atteindre des Burkinabés. Mais dès lors qu'effectivement, il y a cette réquisition qui a été signée, la loi lui conférant effectivement ce droit de le faire, et que ça a été fait, et qu'il y a eu effectivement des tirs qui ont été faits, donc sa responsabilité est engagée. Maintenant, à lui de pouvoir... Voilà, parce que pour le moment, on suppose, c'est sur des suppositions, mais l'une des raisons pour lesquelles également Luc Adolphe Thiaw est attendu, c'est sur, par exemple, cette réquisition. Donc j'ai dit, non seulement ce n'est pas pour avoir pris une décision qui rentre dans le cadre de la loi, mais il y a les conséquences également qui vont avec, parce que c'est ça aussi la réalité. Parce que la décision, on ne la prend pas parce que la loi nous la donne, on la prend parce qu'en connaissance de cause et parce que je me dis, on a pris en compte
les conséquences que la décision peut... Il ne faut pas faire le procès aussi avant le procès. Non, tout à fait. On n'est pas dans le procès. On est déjà dans le procès. Suppositions et en tant que journaliste, nous sommes libres de faire des analyses sur ce sujet. Il y a le procès qui va définir qui a fait quoi. Ce sont des analyses, ce sont des points de vue. Si on anticipe, je ne sais pas de quoi. On ne juge pas. Alors, je pense que les juges auront plus de documents, plus de matière pour trancher sur la question. Mais voilà le rapport. L'opportunité du communiqué, c'est pour cela que je voulais justement qu'on parle un peu de ça, parce que le communiqué est tombé il y a quelques jours, évidemment. Pour moi, c'est un geste par lequel la Haute Cour de justice rappelle au Burkinabé qu'elle n'est pas en train de dormir sur ses lauriers, parce qu'on a vu le tribunal militaire qui a déballé ses premiers dossiers. La Haute Cour de justice est beaucoup attendue dans le dossier central de l'insurrection populaire, comme l'a dit Ouba tantôt. Et on se rappelle évidemment, lorsque le procureur de la Haute Cour de justice avait annoncé que Blaise Compaoré ne pourrait pas être jugé pour la question de haute trahison, parce que le code pénal burkinabé ne définissait pas ça de façon claire. On a eu une certaine opinion qui était tombée dans le doute. On se demandait effectivement est-ce que les uns et les autres n'allaient pas être élargis dans l'impunité. Donc je crois qu'à travers ce communiqué, la Haute Cour de justice rappelle au Burkinabé qu'elle est en train de travailler et que l'instruction est bouclée et que bientôt il y aura les procès qui vont avoir lieu sur l'insurrection populaire. C'est vrai, évidemment, comme l'ont dit certains, il n'y a pas de date et je crois que c'est une démarche prudente de la part de cette institution, parce que si on donne une date tout de suite et qu'on n'arrive pas à respecter, on aura l'opinion sur son dos. Donc je crois que, à travers ce communiqué, la Haute Cour de justice annonce les procès à venir. Et on dit également qu'il y a 7 membres du gouvernement, comme vous l'avez dit tantôt, qui n'ont pas répondu à la convocation de l'institution. Mais dans tous les cas, je crois que les procès pourront se tenir. On a dit par contumace et à quelques exceptions près, les charges risquent d'être partagées. Donc ce qui vaut pour un ministre X, ça pourrait valoir également pour un ministre Y, à l'exception du Premier ministre peut-être ou du ministre de la Défense qui était Blaise Compaoré. Et de la sécurité. Il y a un autre aspect dans la démarche, je pense, dans la démarche de la Haute Cour de justice qu'il faut prendre en compte, c'est le fait qu'il y a à peu près 2 semaines, la Haute Cour de justice était bloquée déjà par le cas Salifou Sawadogo. Donc, son remplacement a été opéré il y a à peu près 2 semaines. Et à l'occasion, le procureur avait promis qu'on sentirait très vite. La Haute Cour de justice va continuer à travailler, va commencer maintenant véritablement à travailler et qu'on va sentir que les dossiers bougent. Je pense que c'est dans la suite logique. Maintenant, il faut montrer que le fait que le dossier Salifou Sawadogo bloqué a été résolu. Maintenant, il n'y a plus de raison qu'on ait de bloquer. Je pense qu'il faut prendre en compte ça aussi dans cette démarche-là de la Haute Cour de justice en annonçant dans les semaines à venir donc, le procès des membres du gouvernement. Ouba voulait réagir depuis un certain temps. D'abord par rapport à la légalité ou non de l'acte du gouvernement. Je pense que ça aussi, c'est une question qui va peut-être être tranchée pendant le procès. Parce que vous savez, nous avons eu ce débat-là. Est-ce que le gouvernement, est-ce que la question de la modification de l'article 37 est une question d'intérêt national, de telle sorte que le gouvernement décide comme ça d'envoyer un projet à l'Assemblée nationale pour demander de déverrouiller cet article-là? Le débat s'est posé et nous ne l'avons pas tranché. Je pense que le débat va revenir à l'occasion du procès. Parce que je ne suis pas persuadé qu'effectivement la procédure qu'on a utilisée pour déverrouiller l'article 37, elle était entièrement légale. Ça, c'était notre débat. Par rapport aux faits pour lesquels ils sont poursuivis, c'est très clair dans le communiqué. C'est pour coups et blessures, complicité de coups et blessures, assassinat et complicité d'assassinat. Donc effectivement, comme on le disait, il y a eu la répression, il y a eu mort d'homme. Il faut bien que des gens répondent. Et c'est très clair, Blaise Compaoré, on le sait tous maintenant, il est poursuivi en tant que ministre de la Défense, parce qu'à l'époque, il était le ministre de la Défense. On ne peut pas le poursuivre au jour d'aujourd'hui en tant que chef de l'État. Et par rapport aux 7 absents, ou du moins aux 7 qui n'ont pas répondu présent, je pense que c'est lié au fait que justement ils sont absents. C'était même, on n'a pas les nouvelles, on suppute qu'un tel serait par-ci, telle autre personne serait par-là. Mais il y a des gens dont on n'entend même pas parler depuis qu'il y a eu ces événements. Je pense à Kumba Bari Boli, quand j'ai vu son nom, j'ai dit, bon, voilà un communiqué qui me rappelle quelqu'un, parce qu'elle a complètement disparu comme ça. On espère que d'où ils sont, ils se portent tous bien. Et que peut-être à la dernière minute, ils vont avoir un sursaut. On ne sait jamais. Je pense que jusqu'au jour du procès, ils ont peut-être cette possibilité-là de se présenter. Au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas encore répondu aux différentes convocations, mais jusqu'au jour du procès, ils ont certainement la possibilité encore de répondre présent.
Oui, Bernard. Oui, mais il n'y a pas que ceux qui ont tracé, comme on le dit dans le jargon, la première heure. Il y en a qui ont été à Ouaga, qui ont été écroués, qui ont été élargis pour des raisons de santé et qui ont pu traverser la frontière. Par exemple, Salif Lamoussa Kabouré, lui, il avait été arrêté. Il était détenu à la Mako. Après, il est sorti. En tout cas, il aurait été soigné dans un hôpital public de la place pour des raisons de santé. Et après, on n'entend plus parler du monsieur. Quand un matin on se réveille, on se retrouve qu'il est de l'autre côté de la frontière. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est des questions. Ça, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé pour que effectivement ce monsieur-là arrive à traverser notre frontière dans ces conditions-là, alors qu'il était élargi pour des questions de santé, ou bien il devait aller se soigner à l'international parce que notre plateau ici ne permettait pas de le prendre en charge et puis il n'est pas revenu. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir également qu'on nous dise. Il va falloir qu'effectivement on nous dise. Il y a pas longtemps, un général a été radié parce qu'il n'est pas revenu. Mais bon, quelqu'un qui est sorti pour des raisons de santé, qui n'est pas revenu aussi, pour moi, c'est que là, au moins, des responsabilités aussi puissent être situées. Parce qu'il y a des personnes qui doivent être suivies. Oui, tout à fait, en temps normal, oui. En liberté provisoire, on va dire. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que, comme l'a dit le communiqué, dans quelques semaines, si on est encore à la haute cour de justice, on aura le procès. Alors, donc, on va peut-être attendre calmement les procès pour voir comment les uns et les autres vont se défendre. Alors, moi, j'ai été témoin de ce que les ministres qui ont répondu à la convocation sont allés effectivement se faire entendre par le procureur de la haute cour de justice. Ils ont été entendus par les juges constitutionnels. Ils y étaient avec leurs avocats. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aura ici un procès, de mon point de vue, équilibré parce que les personnes mises en cause auront la chance de se défendre avec leurs avocats. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont sereins. Ils disent que leur responsabilité n'est pas engagée. Là où il y a faute de leur point de vue, c'est là où il y a eu répression de l'insurrection populaire. Pour moi, effectivement, j'insiste là-dessus, pour moi, c'est là la grosse faute. Lorsque les gens sont sortis, on dit que le gouvernement a posé un acte tout à fait légal. Les gens sont sortis dans la désobéissance civile, un acte également tout à fait légal. Mais des gens sont sortis avec des armes pour tirer sur les manifestants où il y a eu mort d'hommes. C'est là le crime de mon point de vue. On va se rappeler ce qu'on a connu le 3 janvier 1966 où il y a eu un soulèvement populaire, mais je ne crois pas qu'il y ait une répression de cette nature-là où on a récolté, où on a ramassé des cadavres dans les rues de Ouagadougou. Donc, on aurait pu imaginer un scénario où le gouvernement avance son projet de loi à l'Assemblée nationale et que la population soit pour dire non, on ne fait pas, et qu'on recule tout simplement sans la moindre répression. Je crois qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. On aurait eu un régime qui serait tombé sans qu'il y ait mort d'homme. Mais la plus grosse faute ici, ce sont les tueries qui ont eu lieu. Je crois qu'au-delà de la haute cour de justice, il va falloir entendre certaines personnes qui ne sont peut-être pas ministres surtout, parce qu'il y aura un second volet de dossier au niveau du tribunal civil. Oui, parce que c'est le début de... Voilà, parce que là, on parle seulement de la haute cour de justice, et la haute cour de justice, on le sait, ses compétences sont limitées aux membres du gouvernement. Donc, il y a d'autres acteurs qui se sont rendus coupables de complicité d'assassinat qui pourront être entendus par le tribunal civil. Et lors de la dernière conférence de presse du procureur du Faso en 2016, elle avait dit que la justice avait des difficultés pour avoir certaines informations auprès notamment de la hiérarchie militaire pour le positionnement de certaines unités et les chefs qui commandaient qui n'ont pas répondu aux convocations du procureur. On espère évidemment que ces personnes seront entendues. Oui, mais alors que quand on lit le rapport de la commission d'enquête sur l'insurrection populaire qui a été conduite, présidée par Maître Benao, effectivement, quand on lit le rapport, mais les positions sont connues. Les hommes qui ont été envoyés à tel endroit, ceux qui ont été positionnés à l'endroit X sous le commandement de Y, ça c'est connu. On sait que c'est un tel et un tel. Ils sont arrivés, en tout cas il y a des noms qui sont ressortis dans le rapport qui disent que par exemple devant le domicile de François Compaoré, les troupes étaient sous le commandement de X ou Y. Avenue Pascal Zagré, c'est un tel et un tel qui était là-bas, c'était sous leur commandement. Donc c'est localisation, les unités de l'armée et les unités des corps paramilitaires qui avaient pris position ce jour-là dans la ville de Ouagadougou, ces unités-là maintenant sont connues. C'est connu et ceux qui dirigeaient ces unités également sont connus. Donc il y a quand même eu un avancement à ce niveau. Dans une certaine mesure, par rapport aux personnes qui ont été abattues par les balles des forces de défense et de sécurité, certains noms ont même été évoqués par rapport à ceux qui ont tiré, parce qu'il y en a effectivement qui étaient ensemble sur le théâtre des opérations. Mais bon, comme c'est un dossier judiciaire, il n'y a pas assez de communication effectivement là-dessus. Mais je pense que quand même, il y a des avancements qui ont été opérés qui permettent effectivement d'avancer. Je pense que l'actuel procès, c'est la première étape.
La première étape devant la Haute Cour de justice, effectivement... Ça ne concerne que les ministres. Voilà, ça ne concerne que les ministres. Il y a les deux autres juridictions qui vont entrer dans la grande instance, pourquoi pas le tribunal. Parce que c'est un dossier d'ailleurs qui est géré par 6 cabinets. Ouais. C'est ça. Oui. Non, ce que j'allais ajouter, c'est de dire peut-être que ça pourrait être les premiers dossiers et en même temps les derniers dossiers de la Haute Cour de justice. Vous savez, on est dans une démarche de nouvelle république. Et d'après le projet, en tout cas, qui circule, qui a recueilli l'unanimité au niveau de la commission constitutionnelle, la Haute Cour de justice ne va plus exister dans notre ordonnancement juridique. Donc, c'est un grand défi aussi pour cette juridiction qui, depuis qu'elle a été créée, n'a pas connu d'un dossier, n'a jamais jugé de dossier. Il a fallu qu'il y ait ces faits-là, alors que c'est pas que... On ne pouvait pas trouver des dossiers à lui confier, mais elle a toujours existé, elle n'a jamais travaillé. Cette fois-ci, elle a du travail et ça va être son dernier travail. Donc, on espère que la Cour de justice va faire de bons boulot pour finalement terminer. Ça, il faut y mettre ici, si la Constitution est adoptée et à l'État. Alors, on va évoluer, hein, le dossier, il est important. C'est vrai, on va parler un mot peut-être du général Zida, qui aussi a été cité entre-temps, hein, lors d'une conférence de presse du procureur du Faso, qui a dit qu'il était le numéro 2 de la garde présidentielle en son temps, lors de la répression, et que si son nom revenait, il devrait lui aussi répondre donc à la justice. Oui, mais je pense que c'est ce que les uns et les autres ont dit. Pour le moment, c'est la Haute Cour de justice qui va juger les ministres et après, les autres dossiers vont suivre. Parce que sur le théâtre des opérations, effectivement, puisqu'il y a quelqu'un qui conduisait les opérations. Voilà, il y a quelqu'un qui conduisait les opérations et le procureur même a dit que le 2 novembre, au niveau des locaux de la RTB ici, il y a eu mort d'homme. En son temps, Zida exerçait les fonctions de chef de l'État. Là aussi, en tant que chef de l'État, sa responsabilité aussi, engagée en tant que chef de l'État par rapport à cette situation. Donc, c'est des choses qui vont venir. Il y a d'autres personnes encore qu'on va entendre, mais certainement dans d'autres cadres. Voilà, parce que pour le moment, on est à l'étape des ministres. J'ai dit, il y a des unités qui ont été localisées avec les chefs qui géraient ces unités, il y a des noms qui ont été cités, mais pour le moment, on ne parle pas de cela parce que ce n'est pas le lieu. C'est la décision de répression dont il est question. Est-ce qu'il y a lieu Est-ce qu'il y a cette décision, voilà, avant de passer maintenant à la manière des hommes qui ont... Les chefs d'inculpation sont clairs. C'est ceux qui ont porté les coups, donc les auteurs, et puis les complices, ceux qui ont été complices pour qu'on puisse porter les coups. Donc peut-être ceux-là n'étaient pas sur le terrain avec armes et bâtons, mais quelque part, ils ont posé des actes qui ont conduit à ce que cette répression-là ait lieu. Donc, ce sont ces deux catégories de personnes-là qui vont répondre. C'est d'ailleurs ce qui rassure certains membres de l'ancien gouvernement, dernier gouvernement de Blaise Compaoré, qui aujourd'hui estiment qu'ils ne sont coupables de rien. Leur simple présence au Conseil des ministres, qui a donc envoyé le projet de loi à l'Assemblée nationale, c'est pour ça qu'ils sont entendus. Donc, il y en a qui pensent qui estiment vraiment que leur responsabilité n'est pas engagée. Là où il y a la lourde responsabilité, comme l'a dit Wouba, c'est au niveau de la répression, les coups et blessures volontaires, assassinats et tout. Donc, c'est à ce niveau que le dossier pourrait être concentré, aussi bien à la Haute Cour de justice qu'au tribunal civil et ainsi qu'au tribunal militaire éventuellement. Alors, justice, mais aussi réconciliation nationale, on en a beaucoup parlé cette semaine, notamment avec la rencontre entre la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale et les députés membres donc, de cette coalition, hein, puisque c'est un regroupement de partis politiques et certains partis politiques ont des députés à l'Assemblée nationale. Ils se sont rencontrés le mardi 14 février à Ouagadougou. Les échanges ont porté notamment sur la réconciliation nationale. Le président de la CODER, Maître Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF-RDA, a fait savoir que des actions seront menées en vue d'organiser un forum pour la réconciliation nationale. Alors, je cite, « Ce forum a pour but d'unir notre démarche, de nous entendre sur un minimum consensuel sur comment aller à la réconciliation nationale. » C'est une idée encore qui n'est pas mise en place. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Un forum de plus, pourquoi faire? Moi, je pose la question, parce qu'on sait tous la démarche à suivre pour aller à la réconciliation nationale. Il n'y a pas lieu de tenir un forum pour ça. Tant qu'on n'aura pas la vérité et la justice, on ne pourra pas se réconcilier. Tout simplement, on ne peut pas se pardonner si on ne sait pas qui a fait quoi. Donc, il faut nécessairement, on vient de parler d'un dossier qui va servir à ça. Parce que si on ne sait pas qui a fait quoi pendant les élections populaires, qui a ordonné de faire cette répression-là qui a abouti donc à des martyrs, comment les familles des martyrs vont pardonner?
si elles ne savent pas ce qui s'est passé. Donc, je pense qu'on fait des forums pour définir, alors qu'on sait tous la procédure, ça va suivre cette norme. Maintenant, dans les différentes propositions, il y a des propositions qui, à mon avis, doivent être prises en compte. Parce qu'il y a notamment cette proposition-là, dans le cadre de la manifestation de la vérité, de ne pas passer par l'ordonnancement judiciaire qu'on connaît, notamment à la Haute Cour de justice, le tribunal de grande instance et autres, mais de passer par des forats. C'est-à-dire qu'on puisse faire jaillir la vérité, mais à travers des catharsis populaires, à travers le pays. C'est-à-dire qu'on met le dossier sur la table, on convoque toutes les parties prenantes et on tranche. C'est-à-dire que je pense que c'est une piste qu'on peut explorer, bien sûr en tenant compte de ses avantages et de ses inconvénients, parce qu'il faut nécessairement avoir cet exercice-là de manifestation de la vérité. Mais dans quelle est la meilleure forme? On peut explorer différentes pistes, parce que naturellement, le volet judiciaire, malheureusement, a ce boulet-là qu'il traîne. Il traîne trop. Nous sommes maintenant 3 ans après l'insurrection populaire, on ne sait toujours pas qui a fait quoi pour pardonner à qui. Il y a le dossier du putsch qui est encore sur la table. Donc, le processus judiciaire formel à travers les institutions judiciaires traîne. Donc, peut-être cette piste-là peut être explorée pour faire manifester la vérité. Sinon, tant qu'on n'aura pas la vérité, il n'y aura pas de réconciliation, il n'y a pas besoin de forum pour le savoir. D'accord, oui. Je crois que Yassine Sanou est déjà de plein pied dans le débat de ce forum-là, même s'il ne voit pas la pertinence de ce forum en perspective, à l'initiative de la CODER. Parce que de ce que j'ai pu comprendre de ce projet de forum, c'est qu'il sera question de s'accorder sur comment est-ce qu'on se réconcilie. Parce que quand on écoute les responsables de la CODER, c'est important de le relever, personne ne dit qu'il faut mettre de côté les questions de justice pour aller à la réconciliation. Pourtant, peut-être que les questions de justice pourraient être un élément fondamental pour la réconciliation. Il est question ici, comme vous l'avez rappelé, Sagnon, de s'entendre sur la procédure, la démarche pour aller vers cette réconciliation. Je crois que c'est ça l'objectif de ce forum tel que voulu par la CODER. Est-ce que ça, ce n'est pas déjà défini par le gouvernement avec le H-Kroon? Très bien, très bien. Alors, le H-Kroon, si vous avez fait attention de tout ce que la CODER a dit et de tout ce que, je prends l'exemple d'Alain Zebouga, personne ne fait référence au H-Kroon. On a l'impression que côté politique, on n'a pas trop confiance au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Ça, c'est important de le relever. Effectivement, c'est une institution qui a été mise en place par le gouvernement, mais je ne vois même pas une référence qui va vers le H-Kroon dans la démarche de la CODER. On a l'impression qu'il n'y a pas cette confiance au H-Kroon et qu'il est question de rassembler les Burkinabés pour leur dire comment on fait pour aller vers la réconciliation. Quelle est la démarche qu'on adopte? Est-ce qu'on ne peut pas prendre les questions de justice comme un élément clé pour la réconciliation? Parce que personne au Burkina Faso ne pourrait accepter une réconciliation à l'aveuglette sans que les questions de justice soient réglées. Donc pour moi, la question de justice, évidemment, c'est la question centrale. Mais elle peut être également un élément dans la démarche vers la réconciliation. C'est le débat qui est ouvert. C'est vrai que tout de suite, on peut penser que c'est un forum comme les autres. Et est-ce qu'on avait besoin d'un tel forum? Et puis bon, vu l'angle de l'initiative de ce forum, c'est-à-dire les acteurs qui initient le forum, on peut être dubitatif, mais de mon point de vue personnel, c'est toujours important que l'on s'accorde sur la démarche. Le H-Kroon a été mis en place. Moi, je n'ai pas vu une démarche du H-Kroon qui est partie vers les partis politiques qui ont été victimes de l'insurrection. Même quand on écoute les partis politiques victimes de l'insurrection, personne ne fait référence au H-Kroon comme étant un élément clé dans l'appareil vers la réconciliation nationale. Je pense que Mickey a souligné un problème fondamental par rapport à ce forum. Il y a deux voies. Les organisateurs. Quelle peut être la pertinence et même l'impact d'un tel forum, honnêtement, aujourd'hui? Bernard va réagir très rapidement. Qu'il ne fasse pas référence au H-Kroon, oui, mais le H-Kroon était obligé même de taper du poing sur la table pour interpeller le gouvernement, qu'il oublie. Ceux même qui ont mis le H-Kroon en place l'ignorent dans certaines démarches. Le H-Kroon lui-même était obligé de taper du poing sur la table. Écoutez, ils ont été reçus par le Premier ministre, justement. Ils se sont fait entendre pour dire, mais on ne comprend pas. Donc déjà, il y a un problème. Donc ce n'est pas la faute à ces partis de l'opposition-là d'ignorer le H-Kroon, parce que même celles qui l'ont mis en place même ne s'en occupent même pas. C'était déjà l'une des faiblesses du H-Kroon. Confiné dans un conseil économique et social qui reçoit les gens parfois, donc qui a mis du temps d'ailleurs à démarrer. Mais la réalité, c'est qu'au Burkina, on a besoin de se réconcilier. Comment et avec qui? Je pense que c'est ça la vraie question. Mais quand on parle de réconciliation, il y en a qui perdent de vue, qui voient seulement 30-31, 10 et 15 septembre. Mais avant cette date-là, il y a des crimes qui ont été commis. Il y a des gens qui ne savent pas où se trouvent des tombes. Il y a des deuils qui n'ont pas été faits.
Mais il y a tout cela. Mais le débat peut être posé. Alors, qu'on se pose des questions sur la valeur, la crédibilité de ceux qui sont en train de demander ce forum, quel impact sera pour avoir au regard effectivement de leur rôle joué dans les affaires des 30-31 octobre 2014, oui, mais il ne faut pas perdre de vue que le Burkina Faso, qu'on le veuille ou non, on a besoin de se réconcilier. Donc on a besoin de s'asseoir et de se parler. C'est par quel mécanisme? Vérité, justice et réconciliation. Comment est-ce que nous allons le faire? Mais on ne peut pas faire ça si on est esselé, on rentre dans des débats. C'est vous d'ailleurs qui avez fait. Si vous n'avez pas pris la décision, on n'en serait pas là. Oui, mais en attendant qu'eux ils prennent cette décision pour qu'on en soit là, il y a des gens également qui avaient pris des décisions qui ont endeuillé des familles au Burkina et qui sont aujourd'hui aux affaires aussi. Donc, il faudra qu'on fasse attention qu'en voulant réparer une injustice, on crée d'autres injustices. Oui, mais le H-Crown a plus de 500. 5 000. 5 000 dossiers, oui, 5 000 dossiers dans sa corbeille. À juger, et ça prend en compte tout ce dont vous venez de parler. La faiblesse, c'est parce que d'ailleurs, ce fameux H-Crown traîne. Ça traîne. Sinon, aujourd'hui, je me dis qu'aujourd'hui, après plus d'1 an d'exercice de pouvoir, et que cette commission, qui n'a pas les 1 an plein, c'est vrai, mais après plusieurs mois de fonctionnement, devrait en même de pouvoir nous proposer le schéma clair. Quitte à ce qu'on dise, bon, revoyons le schéma. Mais ça, on ne l'a pas. Pour le moment, on ne l'a pas. Donc, en fait, véritablement, c'est ça le problème. Mais est-ce que vous pensez dans ces conditions que la piste qui a été indiquée par la CODER peut être la bonne? La piste est la bonne, mais est-ce que ce sont ces hommes-là qui doivent porter ce projet? C'est la question, c'est la vraie question. Il faut que ces messieurs arrivent à convaincre de la légitimité de détenir ce projet-là et de trouver un cadre qui fédère tout le monde. Qu'en face aussi, on ne se trompe pas en disant ceux-là ne sont pas qualifiés pour nous asseoir pour un forum pour parler parce que c'est eux. Non, ce n'est pas eux que seulement. Il y a aussi vous. Il y a aussi nous. Parce que c'est une affaire qui, la réconciliation au Burkina, c'est un travail de longue haleine. Des familles ont été indemnisées, il y en a qui ont accepté, il y en a qui n'avaient pas accepté. Ça fait partie de l'histoire du Burkina. On a un stade malheureusement aujourd'hui où dans le cadre d'un tel forum, vous ne pouvez pas réunir toutes les parties prenantes parce que les gens gardent encore certaines choses sur le cœur. Donc vous ne pouvez même pas réunir certaines personnes autour d'une table aujourd'hui. Donc je pense que l'idée de lancer le forum n'est pas encore... Il faut d'abord... Le mieux, c'était peut-être de vendre ça. C'est le H-Crown d'ailleurs qui devrait prendre l'initiative d'une telle chose. Réunir tout le monde parce qu'on a l'avantage d'avoir une entité qui réunit plusieurs entités. Oui, ok. Et Oba? Moi, je pense plutôt qu'on s'y prend mal. On est mal parti et je ne sais pas à partir de quel moment on va rectifier le tir. Pour moi, il devait y avoir même des débats à la limite populaires préalable. Comme le Fora, donc quelque chose comme ça, qui réunit beaucoup de Burkinabés et qui permet même de dire c'est quoi la réconciliation, pourquoi devons-nous faire une réconciliation, poser même le débat sur l'opportunité de la réconciliation, sur quoi on se réconcilie, qui se réconcilie avec qui. On n'a pas posé ce débat-là. On a mis en place une commission qui est là, qui est censée nous réconcilier. Moi, je pense que ce comité-là devrait être une sorte d'organe qui va mettre en exécution. Un comité exécutif. Le préalable, c'était qu'on s'était retrouvés, on a discuté, on a trouvé ensemble un mécanisme pour aller vers la réconciliation et cet organe vient voir comment on met en œuvre. Mais quand ça se résume à ce comité-là, qui doit réfléchir à tout, on n'est pas sûr que ce comité-là, cette commission-là va nous sortir quelque chose qui nous réconcilie véritablement. On peut se retrouver au lendemain de la réconciliation plus divisé qu'on ne l'était avant la réconciliation. Il y a déjà eu des réconciliations dans ce pays, on ne l'a pas oublié. Il n'y a pas si longtemps, en 2001 comme ça. On a même eu une journée. D'accord. Et il y a une journée qui a été instaurée. Journée du pardon. Ok. Ça aboutit à quoi? Non loin de nous, la Côte d'Ivoire. Il y a eu une commission de réconciliation là-bas. Ils ont bossé pendant combien d'années? Allez-y voir en Côte d'Ivoire si les gens sont réconciliés, oui ou non. Je ne le pense pas. Donc je pense que véritablement, on est sur le mauvais chemin. En tout cas, ce H-Crown-là ne va pas nous amener vers la réconciliation. Moi, j'en doute. Et je dis, il va falloir choisir la démarche. Ce qui prime pour moi, c'est la vérité. C'est lorsque on a le préalable, la vérité, on trouve une instance à partir de laquelle on va faire jaillir la vérité. Quand on a la vérité, on a deux chemins. À partir de la vérité, on choisit de faire la justice ou bien on fait la réconciliation. Pour moi, je ne vois pas vérité, justice, réconciliation sur un même chemin. Lorsqu'on a déjà fait la justice,
Parce que moi, je suis la victime, vous êtes le bourreau. On tranche qu'effectivement, finalement, on me donne raison. Puisque je suis la victime, tu es le bourreau. Qu'est-ce que je fais? Je te pardonne. Si je te pardonne, on se réconcilie. Mais si je ne veux pas le pardon, on va en justice. C'est-à-dire, on t'inflige la peine qu'il faut pour m'avoir fait subir ce préjudice-là. À partir de ce moment, il n'y a quelle réconciliation encore? Mais ça pose problème. Or, nous venons de sortir d'un sujet sur les dossiers qui vont être jugés. Est-ce que ces dossiers qui sont programmés là, est-ce que ces dossiers entrent dans le schéma de la réconciliation? Quand on aura fini de juger l'insurrection populaire, pendant qu'on n'a pas encore fait notre réconciliation, c'est des gens qu'on a jugés là qu'on va sortir à mener à la réconciliation? Non, ça pose problème. Moi, je pense qu'il faut choisir soit la réconciliation, soit la justice. On ne peut pas faire vérité, justice, réconciliation. Ce triptyque-là, en un certain moment, j'ai pensé que c'était possible, mais je pense qu'ils ne marchent pas. Qui ont réussi, ils n'ont pas réussi. Peut-être que la démarche n'a pas été la même. Si on prend le cas de l'Afrique du Sud, quand même, ils ont réussi. Mais elle est en train d'être attrapée sur certains aspects. Quand on fait la justice, je suis entièrement d'accord. Peut-être que la démarche n'est pas bonne, mais... Non, la démarche n'est pas mauvaise. Ce que propose Ouba ici, il faut d'abord aller avec la justice. Mais il faut faire très attention. Quand on parle de justice, c'est vraiment la justice. C'est-à-dire, les bourreaux, vous parlez des bourreaux, ça se trouve des deux côtés. Les victimes aussi se trouvent des deux côtés. Donc, il faut avoir une vraie justice. Aujourd'hui, si on prend le Burkina Faso, après les élections de 2015, l'élection présidentielle notamment, la classe politique est divisée en trois grands groupes. Il y a ceux-là qui ont gagné les élections, les MPP, ces alliés, qui parlent aujourd'hui de développement pour que le Burkina aide au mieux de sa forme aujourd'hui. Deuxième grand groupe, il y a ceux-là qui ont perdu les élections et qui espéraient gagner. Je parle de l'UPC et ses alliés. Eux aussi, aujourd'hui, ils présentent un bilan mitigé de la gouvernance. Donc, eux, ils sont toujours à la recherche du pouvoir d'État. Et le troisième grand groupe, ce sont ceux-là qui ont été victimes de l'insurrection. Je parle du CDP et ses alliés. Et aujourd'hui, dans leur bouche, c'est la question de réconciliation nationale. Et ça se comprend. Maintenant, ils parlaient de justice. Effectivement, il faut d'abord aller côté justice. Mais là, il faut faire très attention. C'est la justice à tous les niveaux. Aujourd'hui, on parle très peu de ceux qui ont été victimes de l'insurrection. Je ne suis pas l'avocat de quelqu'un ici, mais il y a des gens qui ont vu leur maison incendiée sous l'insurrection populaire. Il y a des gens aussi qui ont vu des parents qui ont été tués sous l'insurrection populaire. Combien de Burkinabés aujourd'hui ont perdu leur emploi, qui sont au chômage jusqu'aujourd'hui depuis le temps qu'on a eu cette insurrection populaire? Tous ces gens-là attendent de rentrer dans leurs droits. Parce qu'aujourd'hui, on en parle très peu. Il faut voir les victimes des deux côtés. Il faut voir les bourreaux des deux côtés. Si on a une vraie justice, ça n'a pas du tout qu'on pourra parler de réconciliation. Il ne sert à rien de se limiter aux questions, à la justice des vainqueurs, comme on le dit. On convoque seulement ceux-là qui ont été les auteurs, les premiers auteurs de premier plan de l'insurrection populaire, qui ont perdu le pouvoir d'une façon ou d'une autre, et que l'on juge, on condamne, on met en prison souvent sans jugement, et on laisse sur le bas-côté ceux-là qui ont également été des victimes innocentes de cette insurrection. Il y a beaucoup qui ont été victimes comme ça de façon innocente, qui ont vu leur maison incendiée alors qu'ils n'ont rien fait, des gens qui ont perdu leur emploi parce qu'ils travaillent dans une société qui a été incendiée, et personne ne parle de ces gens-là. Donc il faut vraiment avoir une vraie justice, une justice au plan national pour tout le monde. Et après, on parlera de réconciliation. Oui, très rapidement. Sagnon, je reviens là-dessus. Pour moi, on a raté le cap. On a beau me citer le cas de l'Afrique du Sud ou peut-être Rwanda, Côte d'Ivoire et autres. J'ai dit qu'il faut se poser la question de l'opportunité de la réconciliation. Pour moi, si ce n'est pas opportun, il ne reste qu'à faire la justice. Et moi, je voyais le schéma de la justice. Parce que j'ai dit, la réconciliation, là, elle intervient dans quel cadre? Lorsqu'on a des crimes d'une nature qu'on ne peut pas juger devant des juridictions de droit commun ordinaire. Et je pense qu'on peut en arriver à cette situation. Lorsque vous avez des gens dans un pays, parce que tu es du nord et l'autre est du sud, et vous vous entretuez, c'est difficile. Au Burkina, on n'a pas connu ça. Lorsque des gens s'entretuent sur la base de l'ethnie, c'est difficile que vous vous déportez devant une juridiction pour qu'on vous donne raison. Lorsque des gens s'entretuent sur la base de la religion, parce que tu es musulman, parce qu'il est chrétien, je pense que ce genre de dossier, ça divise véritablement. C'est l'identité nationale qui est fracturée. Est-ce que le problème qu'on a connu au Burkina, que ce soit par rapport à l'insurrection populaire, que ce soit par rapport au push, est-ce qu'il y a des gens qui ont été tués sur la base de leur ethnie, de l'appartenance à une religion, c'est un problème de l'appartenance à telle région du pays? Je pense que si on n'a pas ces éléments-là, pour moi, la réconciliation, ça sera un bonus. Mais véritablement, ce n'est pas ça. Je ne vois pas pourquoi est-ce que sur des dossiers comme ceux-là, on va aller à une réconciliation, alors que, en fait, ce n'est pas que j'estime qu'il y a un problème et qu'on doit se réconcilier. J'estime même que le problème n'est pas arrivé là où peut-être on pense.
Est-ce qu'il y a des gens véritablement dans ce pays-là qui ne se parlent pas jusqu'à ce point-là? Oui, il y a des gens qui ne peuvent pas s'asseoir à une table aujourd'hui. Ce n'est pas des gens qu'on peut réconcilier. Alors, si, parce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas s'asseoir. La nature de ce qui les oppose, à la limite, devient une affaire privée. Ça devient une question privée. Il ne faut pas descendre la nation à ce point-là. C'est comme si on veut que la nation se réconcilie avec des individus. Avec tous ses fils et toutes ses filles. Voilà. La réconciliation. Mais on n'a pas des fils et des filles qui sont divisés. Quand c'est deux régions qui sont divisées, on a des fils et des filles qui sont divisées. La question de la pour moi, c'est le problème que nous avons. Est-ce que les problèmes que nous avons... Non. Sagnon, je repose la question sur cette table. Est-ce que les problèmes que nous avons peuvent être jugés devant des juridictions ordinaires, oui ou non? Oui, mais ça n'empêche pas. C'est là où on n'est pas d'accord. Après, on verra la réconciliation. Oui, en fait, la justice ne peut pas être la finalité. C'est la réconciliation qui doit être la finalité. Ailleurs, ce qui s'est passé, moi, je pense que c'était difficile même de les juger devant des juridictions ordinaires. Non, la réalité, c'est que ce qui s'est passé au Rwanda, Afrique du Sud, je pense que c'est des dossiers que c'est difficile véritablement. C'est pas des juridictions ordinaires. Vous comprenez? Notre situation est différente. Que ce soit même Côte d'Ivoire à côté, notre situation est différente de la Côte d'Ivoire. On est différent de l'Afrique du Sud. Bien sûr. J'ai dit au Burkina Faso. C'est pour ça que notre processus doit être différent. On choisit. Moi, c'est pourquoi j'ai dit, on choisit. Non, on ne peut pas choisir. On ne peut pas s'arrêter à la justice. Si on décide d'aller à la réconciliation, il faut oublier la justice. On ne peut pas faire vérité, justice et réconciliation. On ne réconcilie pas des gens après avoir fait cette justice. Quand j'ai la justice, mais c'est fini. La réalité, c'est qu'on a politisé l'affaire. On a politisé l'affaire. L'affaire est politique à l'origine. Elle est politique à l'origine, mais on l'a davantage politisé. C'est cette politisation d'ailleurs qui a fait que le Hachkouroun est installé et ignoré. Parce qu'au nom des intérêts politiques, on oublie même qu'on a un instrument qu'on a mis en place. Parce qu'on regarde les intérêts du moment. Politiquement, qu'est-ce que je gagne? Et je saisis ça. Et même s'il y a un Hachkouroun qui est là, en attendant, je m'en tape. C'est ça la réalité. Mais effectivement, on a réglé un problème de façon politique. Il y en a qui ont profité pour régler des problèmes individuels. On ne peut pas exclure l'affaire privée dans notre affaire. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a eu des règlements de compte qui n'avaient rien à voir avec l'article 37. Et c'est ça, j'ai dit, il ne faudrait pas résoudre une injustice par une autre injustice. Donc, il y en a qui attendent effectivement de savoir comment est-ce que les domiciles ont été incendiés, comment les gens se sont retrouvés morts dans certains domiciles, comment. Ça, on a besoin de savoir que quelqu'un qui a son magasin de rue se trouve être en train d'être volé par des gens qui sont sortis pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour une modification de l'article 37. Il a besoin de savoir. Mais c'est de ça qu'on a besoin de savoir. Ça, c'est la vérité. Maintenant, à partir de cette vérité, effectivement, Ouba l'a dit, on essaie d'aller. On dit, bon, voilà la vérité. Bon, si toi, tu devais prendre 10 ans, bon, mon ami, comme c'est comme ça, il faut prendre 5 ans, on va quitter là. Ou bien, on dit, bon. Ça, c'est pas la justice. Ça, c'est la réconciliation. Non, j'arrive, ça, c'est un narratif. C'est ça, la réconciliation. Je termine. C'est pourquoi, au départ, j'ai dit, tout le monde parle de la réconciliation, mais avec qui et qu'est-ce qu'on veut? Ça, on ne l'a pas dit. Le Burkina, jusqu'à présent, les filles et fils du Burkina ne se sont pas regardés droit dans les yeux pour dire réellement où ils veulent aller. C'est ça le problème. Parce que si ce schéma-là était clairement défini, que ce soit arrangement, justice ou bien la formule de Woba, on allait au moins avoir un schéma. Mais aujourd'hui, on n'en a pas. Le Hachkouroun a son schéma, le gouvernement a pour lui dans sa tête, l'opposition a son schéma. Alain Zouga a son schéma. Est-ce que finalement, ce n'est pas la solution de Alain Zouga? Il faut d'abord réconcilier. Alors, est-ce que ce n'est pas la solution de Alain Zouga qui est la meilleure? Il a dit qu'il faut l'amnistie générale pour tous. Alors, je le sais, voilà. Est-ce que finalement, il ne faut pas y aller? Non, sa solution s'inscrit dans la réconciliation. Sa solution s'inscrit dans la réconciliation. L'amnistie, de façon générale, s'inscrit dans la réconciliation et ça réveille, ça rappelle ce que certaines nations, certaines anciennes sociétés avaient formalisé, la théorie du grand pardon. À un moment donné, on se pardonne ensemble et puis on s'aborde tous les crimes et puis bon, on repart sur de nouvelles bases. Ça participe de cela. Mais est-ce que ça va être reçu? Comment est-ce que ça va être vu? Est-ce que le Hachkouroun également pense dans ce schéma-là? C'est ça, vous avez dit. Donc, en fait, c'est ça. Il faut une concertation pour savoir où on veut aller. Je redis encore, la preuve, c'est le tâtonnement qu'on observe là. C'est la preuve que peut-être on va vers quelque chose, je ne sais pas, qui n'est peut-être pas... On n'a même pas encore les propositions de la liste. Mais ce n'est pas normal qu'on n'ait pas encore les propositions. Ce n'est pas normal qu'on n'ait pas... Vous savez bien ce qu'on risque. Je vais vous dire. Si on attend encore 1 an, 2 ans,
pour aller véritablement à la réconciliation, ça sera juste pour remuer des plaies. Parce que le temps, c'est le meilleur guérisseur. Peu à peu, les frustrations sont en train de s'effacer. Des gens sont en train de se réconcilier d'eux-mêmes. Je vous dis, beaucoup de choses ont évolué. Mais si c'est le crime de sang, c'est devant la justice. Ce n'est pas le pardon. Le pardon, ce n'est pas la réconciliation. La réconciliation ne va pas là. On va parler. Je vais vous dire, au lendemain du 30 octobre, il y a des gens peut-être qui avaient envie de manger l'autre. Il faut admettre que du 30 octobre au jour d'aujourd'hui, il y a des gens, ça diminue. Oui. Donc on ne peut pas attendre 1 an, 2 ans, pendant que peut-être des gens sont en train de doubler certaines choses pour venir les réveiller. Si on va aller à la réconciliation, il faut aller tout de suite et maintenant. Mais on voit que la machine ne chauffe pas, ça ne prend pas. Parce que c'est de tout ça qu'il s'agit. Je vous dis, il y a un mauvais attelage et ça ne va nous amener nulle part. Le moteur est diesel à toutes les étapes. Je ne suis pas sûr qu'il ait démarré même le moteur. Donc en réalité, c'est ça. D'accord. Alors, on va vraiment espérer que le H-Crown ou la CODER ou en tout cas le gouvernement qui a mis en place d'ailleurs le H-Crown puisse avoir la solution qu'il faut pour donc permettre que justice soit faite, parce que c'est ce que je voulais dire. C'est ce que l'on veut. Et comme un médiateur attitré en Côte d'Ivoire, la justice avant la réconciliation quand même. Sinon, sans justice, sans vérité. Non, si on a la justice, c'est fini. Non, je pense que en fait, le débat, c'est sur ça. Il faut nécessairement faire se manifester la vérité. Maintenant, le canal par lequel doit se manifester la vérité, c'est de ça qu'il est question. Parce que je l'ai un peu proposé dans mon propos. C'est-à-dire qu'il y a 2 cas. Soit on va directement sur la piste des juridictions judiciaires en jugeant les dossiers, notamment le dossier de Pouche, soit on fait ces catharsis-là, soit on fait ce fora-là. C'est-à-dire que Wouba a eu sa maison brûlée pendant l'insurrection. Je pense que c'est bien un exemple. Alors, si les parties prenantes dans l'incendie de sa maison sont présentes au cours d'un forum, on tranche. Et Wouba, maintenant, a toute la vérité autour de l'incendie de sa maison. À lui, maintenant, de prendre la décision de pardonner séance tenante aux personnes ou de s'en référer à la justice. Mais je pense qu'il faut ce genre d'exercice-là. Sinon, on sera toujours dans ce débat de... Par rapport aux destructions de biens matériels, beaucoup de dossiers sont avancés. Il y a des dossiers d'indemnisation qui ont été montés par des individus et beaucoup de dossiers sont même avancés. On va clôturer ce débat et puis avancer. On va parler d'une toute autre chose. Il faut d'abord réconcilier. On s'est déjà échauffé, on va faire un peu de sport. Voilà, on va faire du sport puisqu'on est déjà chaud. Alors, le bilan de la CAN a été fait donc cette semaine par le ministère en charge des sports. Les étalons donc ont fait un beau parcours à cette CAN Gabon 2017. Ils sont revenus avec la 3e place. Je le disais, le ministère a fait le point et selon le directeur des affaires financières de cette institution, la CAN a coûté au total 2 599 720 535 francs CFA sur un budget prévisionnel de plus de 3 200 millions. Alors si les Burkinabés sont plus ou moins unanimes sur la performance des étalons à cette compétition, ils le sont moins sur le budget qui a été alloué donc à cette CAN. Certains trouvent la facture très salée. 2 599 millions. Quel est votre avis? Alors, je crois que la facture pourrait être salée, c'est vrai, mais il faut peut-être la comparer avec ce que les autres pays ont dépensé. Là, il n'y a pas de commune mesure. Nous sommes l'un des pays à partir à cette CAN avec le plus petit budget. Mais les résultats... On n'a pas le même pouvoir économique. Je sais, j'en conviens. Mais dans tous les cas, ici, moi, je crois que la CAN, ce n'est pas pour se faire de l'argent. Évidemment, même avec cette 3e place, il semble qu'on a eu de l'argent avec cette 3e place, mais ce n'est pas beaucoup d'argent. Voilà, mais ce n'est pas pour compenser. Donc, on ne peut pas dire que l'argent qu'on a dépensé est trop au regard des honneurs que le Burkina a récoltés à l'issue de cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour moi, les dépenses sont quelque part raisonnables. Maintenant, là où il peut y avoir problème, c'est est-ce que toutes les dépenses ont été justifiées? Est-ce que les dépenses effectuées étaient pertinentes? Là, c'est un autre chemin. Parce que lorsqu'on a fait le bilan, on a dit, bon, on a dépensé tant de francs pour le prime des matchs, pour la sélection, etc., pour la prise en charge des personnes qui sont allées au Gabon. Mais là où il peut y avoir problème, est-ce que les personnes qui sont allées au Gabon, on a parlé de 217 Burkinabés, la délégation burkinabé, 217 personnes, est-ce que toutes ces 217 personnes avaient leur place au Gabon? Ça, c'est une question qui Alors, je les cite très rapidement. 58 supporters, 25 agents du ministère, dont 13 directeurs régionaux, une vingtaine de journalistes et membres de la Fédération burkinabé de football.
Donc, ouais, c'est ça. Maintenant, généralement, il y a polémique autour de la délégation du ministère et de la fédération. Très souvent, on nous dit qu'il y a des gens qui vont là-bas sans avoir leur place. Je n'en sais rien, je ne suis pas du domaine du sport du tout, mais toujours est-il que pour moi, ce budget peut être raisonnable quand on prend le montant. Parce que je ne voudrais pas faire de comparaison. Il y a d'autres pays qui sont allés avec beaucoup plus que ça et qui n'ont pas fait une bonne prestation. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Hyacinthe, oui. Non, je pense qu'il n'y a même pas lieu de débattre ici. On ne peut pas faire de omelette sans casser les œufs. Je pense qu'on est tous unanimes, vous l'avez dit, sur la prestation des étalons. On a vu la ferveur populaire ici, rien qu'après les matchs, rien qu'après les différentes victoires, l'évolution des étalons à la CAN. Tout cela a bien sûr un coût. On sait très bien que la préparation et la participation à la CAN a un coût. Donc revenir après maintenant pour faire le débat de c'est trop, c'était trop par rapport à ce qu'on a eu, je pense que c'est tout à fait clair. On le sait, le sport, c'est l'opium du peuple. Donc, ça va partir crescendo, ne l'auront pas dessus. Dans 2 ans, ça va être plus que ça, parce que ça demande la préparation et l'équipement, tout ça, ça dépend plus toujours d'argent, de l'argent. Je refuse la comparaison avec les autres pays, mais effectivement, nous sommes... c'est vrai qu'on n'a pas le plus grand budget, mais on est effectivement dans les plus raisonnables. Donc, je pense qu'il ne faut pas rester dans le débat. Toute la question reste posée sur l'utilisation efficiente et claire, transparente de ces fonds-là. Je pense que l'exercice du bilan fait par le ministère, c'est le plus intéressant. Maintenant, je pense que les institutions habilitées à le faire vont bien sûr écumer. Mais quand on nous dit que le Cameroun a dépassé 20 milliards, on va laisser Ouba intervenir. Hein? Ouba a la parole, oui. Non, je pense qu'on devait tous reconnaître qu'on va à la CAN pour ramener des cantines d'argent. Ce n'est pas un investissement et puis retour sur un investissement. J'ai pu voir que le champion d'Afrique a eu 2 milliards 500. Quand vous regardez 2 milliards 500, c'est pour dire que même si le Burkina avait été champion, on allait revenir à la limite déficitaire par rapport à notre investissement. Donc ce n'est pas de l'argent qu'on est allé chercher, mais il ne faut pas qu'on dirait que c'est un investissement à perte. L'investissement est à perte dès lors que la prestation n'est pas satisfaisante et n'est pas honorable. Et je pense que nos étalons s'en sont tirés tout de même à bon compte. Médaille de bronze, ils sont revenus. Je pense que c'est salutaire. Peut-être que s'ils avaient remporté la CAN, on ne parlait même plus de réconciliation nationale. Parce que là, au moins, il n'y a pas... On est d'accord que c'est... Oui, c'est... Il y a le Gabon qui espérait ça. C'est une activité très fédérale. Je vais ajouter. Donc, ce n'est pas parce que c'est 3 milliards qu'il faut crier. Là où il faut regarder, on aurait pu partir avec 100 millions et que les 100 millions vont être mal gérés. Peut-être on part avec 100 millions, on n'a même pas mis 50 millions véritablement dans la prise en charge du personnel en tant que tel, que peut-être des gens sont repartis avec de l'argent. Donc, au regard du montant, il ne faut pas crier la cagnotte, mais il faut regarder si réellement ça a été bien géré. Et ça, je pense, c'est Yacine qui le disait, il y a normalement des structures qui sont habilitées pour ça. Oui, mais par rapport à la gestion, quand on regarde la conférence de presse, il y a des critiques qui ont été formulées sur le fait que le ministère ait envoyé ses directeurs généraux, régionaux plutôt, qui ne sont pas forcément des supporters ou je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque part une liste des participants? Oui. Mais non, c'est des critiques. Le ministre a dit qu'il les a envoyés pour encourager. Bon, il faut lui permettre d'encourager ces éléments. Si c'est à la CAN qu'il peut trouver le meilleur moyen d'encourager ses directeurs régionaux, vous voulez que nous disent quoi? À la CAN 2013, c'était le même cas. On a vu tous les anciens ministres des Sports, tous les anciens présidents du comité des supporters qui étaient là. Je pense que c'est aussi là le pouvoir discussionnaire du ministre, de pouvoir un peu travailler, avoir... Il y a des nations qui ont fait ce genre de boulot, mais c'était réellement pour aller regarder, voir comment ça fonctionne et comment on peut développer chez nous, comment on peut gagner chez nous prochainement dans les compétitions. Ce n'est pas des gens qui vont aller s'asseoir et dire « Ah, tu vois, c'est ici, c'est tout qui est ici. » Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je pense que c'est surtout cela. Si le budget alloué, la délégation peut permettre, c'est un investissement, je me dis, à long terme, qui permet au Burkina d'engranger les années à venir. C'est bon à prendre. C'est effectivement, comme Mouba l'a dit, ce n'est pas parce qu'on a donné 2 milliards qu'il faut regarder faut pas regarder la gestion. On peut donner 100 millions et puis ça va être mal géré. 2 milliards, ça va être bien géré. Il faudra que tout parte effectivement dans ce que l'argent, dans ce qui a été prévu. Je pense que les critiques sont parties de la délégation. Les gens avaient trouvé à redire sur la délégation, mais aussi du CAP qui avait été accusé et qui s'est défendu, qui dit qu'il n'avait rien assuré. C'est la surenchère de l'hôtel. Bon, vrai ou faux?
On ne sait pas, mais je pense que c'est beaucoup plus à ce niveau. Mais comme il a dit, c'est l'opinion, il fallait trouver les voies et moyens pour endormir le peuple pendant un certain temps. Effectivement, vous regardez sur les réseaux sociaux, il n'y avait plus d'injures. D'accord. Ça a repris. Il fallait de l'argent pour faire ça. Quand les Italiens sont venus, ils ont été reçus au palais présidentiel. Il n'y avait pas cette autorité qui n'y était pas. C'était vraiment l'occasion pour les uns et les autres de se retrouver. D'accord. Peut-être que pour la réconciliation nationale, il faut penser à ça. Si nous ramène la Coupe du Monde, on n'oublie pas. Il faut d'abord se qualifier et on croise le Sénégal, je pense, dans quelques mois. Alors, on va parler du dernier sujet de cette émission. En voyage en Algérie, c'est en page internationale, en début de semaine, Emmanuel Macron, vous le connaissez bien, a qualifié la colonisation des crimes et même des crimes contre l'humanité. Vous avez donc vu que ça crée un tollé plus pardon, en France. Quelle est votre réaction ici, sachant que nous avons été un pays colonisé, Woba? Crimes contre l'humanité, c'est la première. Je n'ai pas attendu en fait Emmanuel Macron pour savoir que la colonisation était un crime contre l'humanité. Mais c'est la première fois qu'il y a un Il se responsable trouve politique qu'effectivement c'est un responsable politique français, mais ce qui fait peut-être que c'est polémique aussi, c'est le fait qu'ils sont déjà en campagne, les Français. C'est un candidat à la présidentielle qui aura lieu, je crois, en mai, donc très bientôt. Donc, quand il parle, c'est sûr qu'il est suivi par ses adversaires. Donc, c'est ça qui amène, en fait, la polémique. Sinon, je pense que pour beaucoup de gens, malheureusement, peut-être qu'on attend que la France officialise ça, dise que la colonisation est un crime contre l'humanité pour que tout le monde se mette à le dire. La France a déjà reconnu que la traite négrière, l'esclavage est un crime contre l'humanité. La loi Taubira, ça a été adopté en 2001. Mais comment vous pouvez admettre que la traite négrière, l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité, mais la colonisation, ce n'est pas un crime contre l'humanité? Dites-moi, c'est quoi qui est différent? Les objectifs, c'était quoi? La traite négrière, peut-être on soumet à la limite un individu, c'est-à-dire la personne humaine prise individuellement comme ça, on lui enlève sa liberté et puis tout ce qui s'ensuit. Alors que là, avec la colonisation, c'est des nations entières, ce sont des peuples qui ont été soumis. Donc quand on humilie un peuple, on lui dépourvu de son honneur, on le traite de barbare. Ça, ce n'est pas un crime contre l'humanité, c'est l'individu. Mais non, l'individu, c'est la nation. Je pense que on est très pris par l'État. Oui, tout à fait. Je pense que ça soulevait ce tollé parce que, n'oublions pas, en 2016, le même Macron avait fait sortir des éléments positifs et reconnu des éléments négatifs de la colonisation. Donc, quelques mois après, ce monsieur se rappelle que c'était un crime. Enfin, ça pose un petit problème. Alors qu'effectivement, en France, c'est comme s'il y avait un consensus. Il n'est pas question de reconnaître la colonisation comme un crime contre l'humanité. Sarkozy a été clair là-dessus. Après Sarkozy, Manuel Valls a été clair là-dessus. Tous ceux qui se sont succédés ont été clairs. François Hollande, ils ont été clairs là-dessus. Mais lui aussi, vous savez que c'est ceux qui ont pris la distance vis-à-vis de Hollande. Macron incarne l'aile social-libérale du Parti socialiste, donc beaucoup plus dans la réforme, donc qui n'a pas que des amis, c'est ça aussi la réalité. Donc pour quelqu'un qui avait dit qu'il y a des aspects positifs et tout, après qui vient de dire c'est un crime, il faut regarder en face, c'est un geste qu'on a posé qui n'était pas bien. Et il a même dit qu'il faut demander pardon. Il faut demander pardon, naturellement, effectivement, ça choque à leur niveau. Donc, il a réussi son coup. En tant que candidat à la présidentielle, je pense qu'il a rapidement surmonté Fillon sur les médias après l'affaire Fillon. Avec ses propos, là, on parlait de Macron. Je pense que c'est l'effet qu'il recherchait plus que toute autre chose. On sait très bien, comme l'a dit Woba, dans quel cadre peut être qualifiée cette colonisation si ce n'est que des crimes contre l'humanité. Il l'a fait dans le cadre de la présence médiatique pour pouvoir exister en tant que candidat et aussi se positionner parce que, comme l'a un peu souligné Bernard, ça dit qu'il marque la rupture de certaines pratiques, de certaines dires, alors que lui-même, quand il était toujours ministre de Hollande, il était dans la même logique. Donc je pense qu'il ne faut pas considérer ses propos tout plus que ça, c'est vraiment du buzz médiatique. Vous avez une minute. Ouais, je crois que ce sont des propos qui prospèrent en terre africaine, c'est une vérité.
visiter et il se trouvait donc en terre africaine. Il n'avait pas d'autre choix que de reconnaître cela en quelque sorte. Mais là, nous sommes en campagne en France. C'est un candidat à l'élection présidentielle. Donc pour moi, c'est une vérité, hein, comme l'ont dit certains, la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Mais aujourd'hui, moi, je souhaite que Emmanuel Macron remporte l'élection présidentielle pour voir si les criminels seront poursuivis ou si une quelconque justice sera faite pour les pays colonisés et que nous sommes. Donc voilà. Maintenant, parce que dans la même France, c'est une sorte de. Il faut le prendre comme une promesse électorale. Voilà, c'est une sorte de promesse électorale. Elles ne sont pas toujours tenues, les promesses électorales. C'est ça la question. Parce que dans la même France, il y en a qui disent que la guerre d'Algérie était une guerre civile, ce n'était pas une guerre de libération. Et même en Algérie, hein, cette déclaration. Et il y a 51% des Français qui sont d'accord avec cette phrase de Macron. Majoritairement, les Français sont d'accord avec lui, donc c'est une vérité qui est reconnue. Donc qu'il le réussisse et mette en exécution son promesse. C'est tout. Ok. Bon, je ne dirais pas qu'on le souhaite, mais on va s'arrêter là. Bien si ça va l'aider. Il a d'autres personnes en face, notamment. Quel est l'impact? Ici aussi au Burkina, il y a des déclarations comme ça. Marine Le Pen, Fillon. Mais c'est qu'on est dans un monde où quand tu veux remplir tes promesses de campagne, tu as des problèmes. Demandez à Trump. Alors, d'accord. On s'arrête là pour cette émission. J'espère que vous avez eu du plaisir à nous suivre. Et je rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Boukari Woba de Mutation, Yassine Sanou de Omega FM, Paul Miki Rwamba de Waga FM et Bernard Bougouma de Watt FM. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes.